est à madame Véronique Louvagier pour les Républicains. Vous avez 5 minutes, madame la députée. Madame la présidente, messieurs les ministres, monsieur le président de la commission des finances, madame la rapporteure générale de la commission des finances, mes chers collègues, ce projet de loi de finances pour 2016 était attendu, car nous savons tous que nous ne pouvons continuer dans la situation qui est celle que nous connaissons. Cela a été rappelé par mon collègue Hervé Mariton, qui indiquait très justement « la France est la malade de l'Europe ». Effectivement, nous avons un niveau de déficit public supérieur à 3%, un niveau des prélèvements fiscaux et sociaux très important, situé à près de 45%, un endettement qui s'établit à la fin du premier trimestre 2015 à 97,6% du PIB et un niveau de dépenses publiques élevé à près de 57% du PIB. Pour toutes ces raisons, il serait urgent d'intervenir pour diminuer les dépenses publiques. Je voudrais développer 3 points. Le premier concerne les dépenses. Vous annoncez 16 milliards d'euros d'économies au lieu des 14,5 milliards d'euros qui est prévu dans la loi de programmation des finances publiques. Mais votre plan d'économie de 16 milliards d'euros demeure flou et vous vous défaussez finalement notamment sur les collectivités locales, ce qui est contestable. Pour autant, je ne suis pas la seule à mettre le doigt sur le flou, puisque madame la rapporteure générale, vous avez vous-même, dans votre rapport sur le projet de loi de finances 2016, estimé que sur les 16 milliards d'euros d'économies prévues, un peu plus de 4 milliards restent, et je vous cite, non documentés, par des mesures concrètes, ce qui pose la question de la crédibilité du texte. Par ailleurs, si l'État partage cet effort entre lui-même, l'État et ses opérateurs pour 5,1 milliards, et les régimes sociaux pour 7,4 milliards, dont 3,4 pour la seule assurance maladie, les collectivités locales prennent leur part pour 3,5 milliards. Le gouvernement ayant par ailleurs beaucoup promis, de nouvelles dépenses ont été annoncées, qu'il s'agisse de recrutement supplémentaire d'effectifs, de contrats aidés, d'aide agricole, d'aide aux migrants, d'aide à l'investissement local. Mais le détail des économies prévues pour les financer sont aléatoires et une partie d'entre elles ne figure pas dans le présent texte. Ainsi, ce PLF devra probablement être complété par un projet de loi de finances rectificative ou alors ces dépenses non financées devront être compensées par des coupes dans les ministères au cours du débat parlementaire que nous allons mener. Le second point concerne l'impôt sur le revenu. Vous annoncez une baisse de l'impôt sur le revenu de 2,1 milliards pour 8 millions de foyers fiscaux. Ce programme de baisse d'impôt comporte un risque non dissimulé d'inégalité devant l'impôt, et cela a été rappelé par ma collègue Marie-Christine Dalloz. Effectivement, vous concentrez les baisses d'impôt sur les faibles revenus, excluant de fait les classes moyennes, et vous faites porter les 3/4 des augmentations sur les revenus les plus aisés. Je voudrais rappeler ici que depuis 2011, les recettes tirées de l'impôt sur le revenu ont augmenté de 20 milliards d'euros, c'est-à-dire 35% de hausse. C'est une très grosse augmentation. Par ailleurs, si 52,5% des foyers fiscaux français payaient l'impôt en 2012, aujourd'hui, c'est seulement 46% supposés en 2016 de foyers fiscaux qui paieront l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire une véritable concentration de l'impôt. Alors, quid, et c'est une véritable question, quid de l'égalité et de la justice sociale? Cette question nous interpelle et finalement interpelle également dans les rangs de la majorité. C'est pourquoi votre majorité semble peu sereine. Certains, d'ailleurs, n'hésitent pas à faire preuve de créativité fiscale en proposant de nouvelles tuyauteries. Ainsi, l'amendement de messieurs Ayrault et Muet, qui entendait remplacer une partie de la prime d'activité par une baisse de CSG et à fusionner l'impôt sur le revenu et la CSG, a donné naissance à un impôt citoyen sur le revenu. Dès hier matin, des risques d'inconstitutionnalité étaient évoqués par vous-même, monsieur le ministre. Finalement, le couperet de l'article 40 a mis fin à cette orientation. Mais si nous savons que cette discussion reviendra dans la seconde partie, nous constatons au travers de cet amendement signé par 130 députés les hésitations, les revirements et les absences de cap de votre majorité. Le troisième point concerne les entreprises. Il est plus que temps de recréer dans notre pays un environnement favorable à l'entreprise. Il est plus que temps de redonner l'envie d'investir avec un système fiscal incitatif et non dissuasif. Il faut créer un véritable cercle de confiance qui permettent aux chefs d'entreprise de passer à la vitesse supérieure dès l'an prochain. Et s'il faut convenir que la baisse des prélèvements sur les entreprises de 9 milliards d'euros va dans le bon sens, toute la question est de savoir si vous serez en capacité de tenir vos engagements pour 2017. Par ailleurs, le report de 3 mois des allègements de cotisations sociales patronales
afin de compenser le coût des mesures en faveur de l'investissement dans les PME relève, à ce titre, un très mauvais signal qui entame la confiance des chefs d'entreprise dans la stabilité des choix politiques. En conclusion, je dirais que si M. Eckert n'a pas l'air inquiet, nous le sommes pour la France. Si M. le ministre des Finances estime pour sa part comprendre que nous doutions, car c'est l'apanage de l'opposition, non, Monsieur le ministre, ce n'est pas la formule latine « dubito ergo sum » qui nous permet d'exister. En revanche, elle permet de vous dire que nous ne partageons pas votre discours. Finalement, si votre propre majorité est en plein doute, c'est par ricochet l'ensemble de notre pays, c'est la France. Dommage. Je vous remercie. Merci madame la députée. La parole est à monsieur